Lumière. 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 Lumière sur les technologies numériques pour l'apprentissage avec Jean-Michel Bouchex, professeur émérite de l'Université de Bourgogne, rattaché au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon. Les technologies numériques pour l'apprentissage, multimédia, vidéo, simulation numérique, réalité virtuelle et augmentée, sont de plus en plus utilisées dans les établissements d'enseignement et de formation. Dans un contexte des discussions sur l'effet des écrans, ces technologies sont-elles bénéfiques à l'apprentissage ? Jean-Michel Bouchex, professeur émérite en psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et chercheur au laboratoire d'études et d'apprentissage du développement, laboratoire CNRS Université de Bourgogne, va éclairer nos lanternes sur le sujet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, dites-nous, est-ce que c'est bénéfique pour l'apprentissage ou ça distrait l'attention ? En fait, on va dire qu'il y a deux voies possibles pour aborder ce problème-là. Une des voies consiste à penser que, comme ce qu'on raconte sur les écrans, on va dire que ces technologies n'apportent pas grand-chose, ou en tout cas sont peu efficaces ou peu bénéfiques pour l'apprentissage. Et c'est un peu, en fait, dans cet axe-là que les recherches sont menées, pour essayer de comprendre, non pas seulement si c'est bénéfique ou pas bénéfique, mais quels sont les mécanismes d'apprentissage qui sont modifiés ou non par le numérique et les technologies. Alors, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, on va dire, c'est que à la fois c'est bénéfique, mais à certaines conditions. On va dire ça comme ça. C'est bénéfique si on respecte en quelque sorte ou si on met en œuvre un certain nombre de conditions qui vont permettre en fait à l'apprentissage de pouvoir se produire et en particulier au mécanisme de l'apprentissage de pouvoir être optimisé. Par exemple, prenons le multimédia qui consiste en fait à associer différentes modalités sensorielles pour l'apprentissage, c'est-à-dire des modalités de texte, par exemple, qu'on va avoir à lire sur un écran, mais s'ajoutent des modalités sonores, par exemple, de la musique, ou des modalités, on va dire, plus auditives, et puis des modalités haptiques, pourquoi pas, des modalités tactile, sensorielle et d'interactivité. C'est ce qui va faire que c'est riche, en quelque sorte, en termes de modalités d'apprentissage. Mais en même temps, cette richesse, elle a un inconvénient, c'est que elle va, en quelque sorte, augmenter, on va dire, le nombre d'informations à traiter simultanément pour un élève, pour un sujet qui apprend. Et du coup, cette augmentation très importante du flux d'informations va en sorte créer une charge, on va dire, qu'on appelle, nous, la charge cognitive, qui va être extrêmement importante et qui va, en quelque sorte, en fait, bénéficier peu à l'apprentissage ou au contraire même, on va dire, abîmer l'apprentissage ou entraîner des problèmes d'attention, des problèmes de distraction liés à cette surcharge de modalités. Et du coup, quand je parlais des conditions dans lesquelles on va pouvoir, par exemple, améliorer ces apprentissages et ces documents, on rentre dans un domaine qui s'appelle l'ergonomie cognitive, qui consiste en quelque sorte à optimiser des interfaces, des écrans, à optimiser un processus d'apprentissage en l'adaptant aux caractéristiques et aux contraintes d'apprentissage des êtres humains. C'est ça qui va être le principal objectif. Et dans ces objectifs-là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver les conditions qui vont à la fois permettre de bénéficier de la richesse des modalités sensorielles qu'on va présenter à la personne qui apprend, parce que cette richesse, elle permet en quelque sorte également, on va dire, d'optimiser les connaissances qu'on va apprendre, et en même temps, en quelque sorte, d'expérimenter en fait un apprentissage pas seulement à partir de textes, mais aussi à partir d'animations, à partir de vidéos, à partir d'outils qui vont permettre en quelque sorte parfois de simplifier des concepts complexes, et c'est ça qui va être intéressant. Par exemple, si on a sur, admettons, un phénomène scientifique ou une notion scientifique complexe, c'est certain qu'un texte aride va être plus difficile à lire, on va dire, ou à comprendre que, par exemple, un texte qui va être amélioré avec une vidéo qui va montrer concrètement un problème. Par exemple, le réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? Comment ça se passe ? On peut imaginer un texte compliqué et si on y ajoute une vidéo, une série d'animations qui sont bien faites ergonomiquement et qui vont permettre une compréhension meilleure par tout un chacun, évidemment, c'est une amélioration de l'apprentissage. Mais
encore une fois, ça se fait au détriment d'un coût qui va être important parce que on va avoir un ensemble d'informations plus importantes. Et donc les conditions qui sont celles qu'on étudie en ergonomie cognitive, les conditions de bénéfice, sont des conditions qui visent à mieux comprendre comment le système cognitif perceptif, visuel, auditif, tactile, et le système cognitif traite ces informations pour améliorer, en quelque sorte, le bénéfice de ces outils d'apprentissage. Je vais prendre juste un exemple qui est très, très bien connu, qui a eu maintes démonstrations, qui est facile à montrer, et qui, en quelque sorte, met en évidence qu'est-ce qui peut se passer. Alors, ce phénomène que je vais expliquer maintenant, on ne le trouve pas systématiquement dans les recherches, mais en général, on le trouve assez bien si on est dans les bonnes conditions. Imaginons qu'on veuille faire apprendre, par exemple, je reprends le même exemple, comment fonctionne l'effet de serre à des élèves, qu'on a une petite vidéo, une animation bien faite, avec un texte qui sera écrit sur l'écran. Donc, l'écran est partagé entre le texte et la vidéo, par exemple. Eh bien, là, dans ce cas-là, ce qui se passe quand on regarde un sujet en train de lire ce document multimédia, imaginons qu'on utilise, comme je le fais assez souvent dans les travaux de recherche, ce qu'on appelle de l'eye tracking, c'est-à-dire le tracking du mouvement des yeux. Donc, on analyse le mouvement des yeux et comment le document est lu dans ses parties vidéo et sa partie textuelle. Et on se rend compte, quand on fait ça, qu'on a un nombre d'allers-retours entre le texte et l'image qui est extrêmement important. Donc ça veut dire que le sujet qui est en train de lire un document comme ça doit partager son attention de façon efficace entre les éléments du texte et les éléments de la vidéo. Il se trouve que pendant qu'il est en train de lire, il est possible que la vidéo continue et que donc il peut en quelque sorte louper un morceau parce que la vidéo continue. Et s'il regarde la vidéo, le texte à côté, en fait, il va devoir, s'il veut le lire, faire des allers-retours permanents entre le texte et l'image. Ça, on peut dire que ces allers-retours, ce partage d'attention, entraîne un coût, finalement, qu'on pourrait dire qui n'est pas tellement utile. Alors, pour essayer de trouver de meilleures conditions, voilà ce qu'il est possible de faire. Par exemple, cette étude qui a été menée par des auteurs américains, notamment Richard Mayer, au début des années 2000, en fait, a consisté à se dire, eh bien, pour qu'on ait moins de partage d'attention, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que de présenter un texte écrit, on va présenter un texte audio, un commentaire. Et on se rend compte que quand on compare texte écrit, vidéo ou animation, et texte audio, donc une narration, un commentaire en quelque sorte, et la vidéo ou l'animation, alors on a de meilleures performances d'apprentissage, de mémorisation avec la version audio. Alors moi j'ai plusieurs questions. Il y a déjà comment vous faites pour mesurer tout ça, hein, voilà, comment vous évaluez l'apprentissage ou non, quelles sont vos méthodes et outils. Et il y a une deuxième question, c'est que on dit souvent qu'on n'apprend pas tous de la même façon, c'est-à-dire que moi je suis plutôt auditive entre guillemets et que voilà la lecture est utile quand même, mais peut-être que pour certaines personnes justement le multimédia permet à ceux qui sont moins bons en lecture ou en fait ils apprennent moins bien en lisant qu'en entendant, de voir une vidéo leur permet justement d'acquérir des connaissances. Alors, je réponds d'abord à la première question. Oui. Pour mesurer en quelque sorte ces apprentissages, en fait, dans les expérimentations qu'on fait, en tout cas qui concernent ces apprentissages, et en particulier comment on comprend un document ou un environnement, on va dire plus particulièrement. Alors, en général, ce que l'on fait, c'est que on crée des outils de mesure. Alors, ces outils de mesure, ils peuvent être des outils classiques, on va dire, de rappel, de mémorisation. C'est-à-dire qu'on cherche à évaluer, à mesurer, en fait, combien d'informations a été mémorisé et combien l'apprenant peut restituer d'informations. Mais ça, c'est un premier plan, parce qu'on pourrait imaginer que le sujet est capable de rappeler un certain nombre d'informations, mais il ne les a pas vraiment comprises. Donc, on a aussi des mesures, en fait, de compréhension qui visent à évaluer si la personne a compris, en fait, la notion qu'on essayait de lui faire apprendre. Donc ça, ce sont des mesures, en fait, qui sont des mesures, on va dire,
post-apprentissage ou pré-apprentissage si on veut savoir qu'est-ce que le sujet connaît déjà et post-apprentissage et donc avec des séries soit de questionnaires, donc des mesures de temps aussi d'apprentissage, etc. Donc on a ça. Maintenant on a aussi des mesures qui vont concerner plutôt ce qui se passe pendant l'apprentissage. Dans ce cas-là, on a plusieurs types de mesures. Par exemple, je prenais la mesure du mouvement des yeux. Ça, la mesure du mouvement des yeux, elle nous permet de savoir où le sujet regarde, combien de temps, dans quel ordre, et de quelle manière, et donc ça nous permet de savoir, au fond, c'est une fenêtre sur les processus cognitifs pendant que le sujet apprend. Ça, c'est une première chose. On peut aussi avoir des mesures plus physiologiques, c'est-à-dire on va faire mesurer, en fait, si on s'intéresse du coup à, par exemple, des mesures qui concernent plus des aspects de motivation, d'émotion, alors on va utiliser des outils de mesure physiologiques qui vont permettre d'avoir ces informations au cours de l'apprentissage. Ça, c'est des mesures qu'on appelle online, en comparaison avec les mesures post qui sont plutôt offline. Et donc, voilà, on peut aussi imaginer, ça existe également, des mesures d'apprentissage pendant donc ces épreuves, qui sont des mesures plutôt cérébrales. Ça existe, des mesures par exemple d'électroencéphalographie ou des mesures d'IRMF pendant l'apprentissage dans des documents ou de la lecture. Sur l'idée certains vont être plutôt auditifs, certains vont être plutôt visuels et que, au fond, on n'apprend pas tous de la même manière et qu'il y a les différences individuelles très importantes. Alors, dans la recherche, en tout cas scientifique, il n'y a absolument aucune étude qui valide cet effet que certaines personnes seraient auditives et d'autres visuelles. Ça, c'est un pur mythe, on va dire. Ça n'existe pas. Peut-être ça donne une impression. Peut-être qu'on peut avoir l'habitude, on va dire, de lire des textes si on est un lecteur et qu'on a plus l'habitude, en fait, ou d'être à l'aise avec des images parce que on lit souvent, par exemple, des documents imagés ou qu'on est un technicien et qu'on a l'habitude des graphes, etc. Mais sur le plan cognitif, en fait, il n'y a aucune étude qui montre, mais pas du tout, en fait, un effet de l'un sur l'autre ou une préférence de l'un sur l'autre. En tout cas, sur les performances d'apprentissage, il n'y a absolument aucun effet. Donc ça, c'est absolument faux. Et ce qui se passe en réalité, c'est que notre système cognitif, en tout cas ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire notre mémoire à court terme qui traite des informations temporairement, qui les stocke temporairement et qui les traite pendant qu'on apprend, en fait, ce système qu'on appelle la mémoire de travail, en fait, est constitué de modules en quelque sorte, et ces modules, certains sont plutôt reliés au traitement d'informations visuelles spatiales, alors que d'autres sont plutôt en fait dédiés au traitement d'informations verbales, et que chez tout être humain, ces deux systèmes fonctionnent, on va dire, en parallèle ou en tout cas ensemble. Alors, comment, justement, on apprend en réalité virtuelle? Est-ce que vraiment on peut apprendre? Et est-ce que on apprend de la même façon? Est-ce que, par exemple, le temps consacré à un apprentissage en réalité virtuelle doit être plus court parce que, justement, il stimule plus de sens et que ça fatigue peut-être la personne cérébralement? Et voilà, est-ce qu'on est suffisamment attentif? Est-ce que tous les sujets perçoivent les choses de la même façon? Pour la réalité virtuelle, alors en fait, là, on voit actuellement, en tout cas, dans les publications, on le voit beaucoup, une augmentation exponentielle de travaux sur l'immersion. Alors en fait, si on regarde un peu ce qui se passe dans l'immersion, évidemment, les personnes se sentent immergées. C'est ce qu'on appelle plus techniquement la présence, un sentiment d'être présent complètement dans l'environnement. Et effectivement, on pourrait se dire, cette présence va en fait peut-être accélérer l'apprentissage parce que elle est, pour par exemple quelqu'un qui apprend un métier, quelqu'un qui apprend dans un environnement précis, eh bien on pourrait dire qu'il va être plus proche de la réalité. Et comme on est plus proche de la réalité, peut-être qu'on va pouvoir mettre en évidence un bénéfice d'un apprentissage dans ces situations-là. Alors, tout comme pour le multimédia, en fait, les résultats qui sont trouvés dans la littérature sur ces apprentissages, ils sont relativement aussi mitigés. C'est-à-dire que, on va dire que dans les études, on voit nettement une augmentation, on va dire, de la motivation à apprendre, chez les élèves en tout cas, quand on est en réalité virtuelle immersive. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un environnement complètement. On a en fait une motivation donc qui augmente.
un sentiment de présence aussi, l'impression d'être dans la situation qui est élevée par rapport à un document qui serait plutôt sur écran. Mais en revanche, sur les performances d'apprentissage, c'est très mitigé. C'est-à-dire qu'on a une partie d'études qui montre qu'il y a un bénéfice, alors qu'une autre montre que ce n'est pas le cas. Et très souvent, on n'a pas forcément plus de bénéfices que d'apprendre un même contenu, on va dire, sur un écran plutôt qu'en réalité virtuelle. Et on a, en fait, il y a un certain nombre de travaux qui ont fait ça, notamment un collègue qui s'appelle Guido Makranski à Copenhague, qui s'est intéressé en fait à l'association entre la mesure d'un apprentissage en immersion et la mesure en fait de l'activité cérébrale avec de l'EEG, l'électroencéphalographie, et qui montre que, en fait, quand on est en situation immersive, on a une augmentation de la charge mentale mesurée, de la charge cognitive mesurée avec l'EEG, qui est augmentée par rapport à une version qui serait écran. Donc en fait, on voit, bon, mais ça ne peut pas dire que parce qu'il y a un coût plus grand, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer en fait d'imaginer des situations qui vont peut-être limiter un peu ce coût, si on simplifie un peu la situation, mais qui vont garder en quelque sorte les bénéfices de la multisensorialité, de la multimodalité qu'on trouve en situation immersive. Et on peut dire aussi, en tout cas pour la réalité virtuelle, que je pense à des expériences qu'on est en train de faire ici, nous, en Bourgogne, avec la Bourgogne-Franche-Comté, enfin avec sur un projet qu'on a eu avec l'ANR dans le cadre des projets IFRAN, des projets qui concernent le numérique à l'école. Et en particulier, on a développé on a développé avec évidemment plusieurs laboratoires d'informatique, de laboratoires, voilà, et puis l'enseignement agricole. On a développé un simulateur de forêt vivante où en fait on fait apprendre à des élèves qui sont dans l'enseignement agricole, dans les lycées agricoles, on leur fait apprendre en quelque sorte la forêt et notamment une gestion plus agroécologique de la forêt en immersion. Et on se rend compte que d'abord ils y restent plus longtemps dans le casque parce que ça leur plaît en fait de travailler dans cet environnement-là. Et cet environnement est aussi couplé, c'est un exemple mais je pense qu'il est assez typique, comme il s'agit d'un simulateur de forêt vivante, ils ont devant eux, en tout cas en immersion, d'une part une forêt, on va dire presque complète avec l'ensemble des essences, des herbacées, etc. Et ils ont aussi quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est en fait l'effet suivant. Lorsqu'ils font des actions dans la forêt, en fait le simulateur va leur donner un feedback sur les effets de leurs actions réelles à l'intérieur de l'immersion, les effets de l'action humaine, en quelque sorte de leurs actions, sur le futur de la forêt à 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc évidemment, lorsqu'on a un feedback comme ça, dans un environnement aussi réaliste, alors effectivement, on peut se dire, peut-être qu'on voit mieux ce qui va se passer si on décide telle action plutôt que telle action, de couper cette partie plutôt que de couper cette partie, etc. On a parlé beaucoup de l'apprentissage avec le multimédia, mais je sais que vous travaillez sur d'autres sujets. Oui, exactement. Alors, quels sont-ils ? En fait, je travaille sur, on va dire, d'une part, des sujets qui concernent des applications, on va dire, dans le monde globalement appelé industriel ou dans le monde de ces recherches sur les apprentissages multimédia qu'on essaye en fait, on va dire, d'exporter ou en tout cas d'appliquer dans des environnements qui sont beaucoup plus proches du travail humain. Ça, c'est une première chose qu'on essaye de faire. Et puis, la deuxième partie, deuxième sujet, très récemment, en travaillant en quelque sorte sur les outils de simulation pendant l'apprentissage, je me suis rendu compte de la proximité de ces formes d'apprentissage avec une pratique artistique qui est le théâtre. Et alors j'expliquerai pourquoi il y a une proximité entre la simulation et une pratique artistique. Voilà, donc ça c'est le deuxième sujet sur lequel je me suis mis à travailler assez récemment. D'accord. Alors si on prend par exemple le premier sujet autour de l'apprentissage et de ce qui passe, la réalité du travail, c'est sur quoi travaillez-vous ? Sur la vigilance, sur l'attention ?
Alors, ce sont ces sujets-là, en quelque sorte, où, en fait, comme dans beaucoup de laboratoires CNRS, on a un certain nombre de relations ou de demandes, en fait, extérieures. Et c'est à partir de ces demandes qu'on essaye de comprendre, on va dire, soit des mécanismes d'apprentissage, soit des mécanismes cognitifs qui sont liés à des problématiques comme l'attention, par exemple, dans différents secteurs, on va dire, industriels. Alors, je peux peut-être parler justement d'un travail qu'on a fait récemment avec la SNCF et qui consistait en fait à essayer en fait de mesurer comment un conducteur de train, en particulier les conducteurs de TGV, régulait son attention au fil du temps. Au cours d'un long voyage, par exemple, où le conducteur emmène des passagers d'une gare à une autre. Et donc, la SNCF était intéressée pour savoir comment cette attention se régulait au fil du temps, et en particulier en relation avec des problématiques, par exemple de charge cognitive, de fatigue, etc. Donc ça, on a fait ça. Et on a utilisé les systèmes dont je parlais tout à l'heure, de tracking du mouvement des yeux, pour évaluer comment des experts, en tout cas c'est une façon de faire, en fait, réguler leur attention dans des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses, évidemment, et où, en fait, il est nécessaire d'avoir une organisation attentionnelle extrêmement optimale pour éviter tout incident pendant un trajet, par exemple. Donc ça, c'est un type, on va dire, d'application, mais on peut aussi avoir d'autres types d'applications qui concernent, cette fois-ci, plus des apprentissages ou plus, on va dire, d'autres champs, on va dire, industriels. Je pense en particulier à des travaux que j'ai menés dans le bâtiment et travaux publics, également avec l'automobile, où, par exemple, on s'est intéressé il y a quelques années à l'éco-conduite, c'est-à-dire, et donc on essayait de voir comment on pouvait imaginer un environnement de simulation en voiture qui permettait de faire un apprentissage de comment conduire de façon écologique, c'est-à-dire comment on allait s'y prendre, et donc on a travaillé sur, on va dire, comment on peut guider, en quelque sorte, l'apprentissage dans un ensemble comme ça, avec des interfaces qui sont dans la voiture. Et cette problématique du guidage de l'apprentissage est extrêmement important. Et donc, en fait, ces guidages se font à partir de guidages qui peuvent être visuels, auditifs, des messages, etc. Et donc, en tout cas, dans tous les travaux reliés à l'industrie qu'on a pu faire, cette notion de guidage est extrêmement importante. Donc, ce sont des guidages qui ne consistent pas seulement à des instructions, mais ce sont des guidages qui peuvent avoir lieu sous la forme de signaux, qui peuvent avoir lieu sous la forme de messages auditifs, de messages haptiques également. Et donc, l'objectif est d'utiliser différentes modalités sensorielles pour guider un apprentissage et aider en fait l'apprenant, on va dire, à réaliser entre guillemets une meilleure performance dans les différents secteurs que j'ai mentionnés, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que les écoles de conduite maintenant, averties avec ces nouvelles modalités, parce que je pense qu'il faut le temps que ça soit bien sûr. Oui. mis dans l'industrie, ça fera des meilleurs conducteurs et plus écologiques et plus économes dans le futur. C'est bien. Voilà. Et je pense aussi à un autre travail qui était beaucoup plus, on va dire, en relation avec du handicap, parce qu'on peut aussi dire que ce que peut faire l'ergonomie cognitive ou ce qu'on peut faire, l'optimisation d'un apprentissage ou de chercher des modalités d'optimisation, peuvent aussi, en quelque sorte, et ça, ce sont aussi ces bénéfices de certaines technologies qui vont permettre de compenser, par exemple, un handicap. Et donc ça aussi, on a fait des travaux de compensation du handicap, notamment, puisqu'on parlait de la conduite automobile, c'est un travail qu'on a fait avec en fait l'ensemble de laboratoires qu'on appelle l'IFSTAR, qui s'appelle maintenant Gustave Eiffel, l'université Gustave Eiffel, et qui travaille sur la conduite automobile en particulier, et d'autres choses aussi sur la mobilité en général, sur les déplacements, la mobilité. Mais en ce qui concerne cet aspect-là, on avait un travail qui concernait les personnes sourdes en particulier, et une des problématiques était la difficulté de ces personnes sourdes à obtenir le code de la route. Bien sûr. Et notamment en liaison avec la façon dont sont organisés en fait ces apprentissages, et en particulier les formats de présentation des apprentissages. Vous savez, c'est cet ensemble de diaporamas ou de diapositives qu'on présente et qui montrent des situations routières. Ces diaporamas étaient assez inadaptés pour des personnes qui sont sourdes, et elles échouaient en fait
ou avaient beaucoup plus de mal que les autres à en fait, réussir dans ces formats de présentation, parce que ces formats de présentation n'étaient pas bien adaptés à leurs caractéristiques. Et donc ce qu'on a fait, c'est d'essayer de les adapter, de les modifier, de les changer, notamment en utilisant beaucoup d'animations, de mouvements et de vidéos à la place d'informations plutôt statiques. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait à améliorer considérablement leur apprentissage. Donc voilà un peu le type de... Et donc évidemment, comme je suis... en fait, j'ai fait une longue carrière, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on pourrait prendre. Mais là, on voit aussi à quoi sert la recherche. Pour le coup, en passant de la recherche fondamentale à un moment donné à de la recherche appliquée et qui est utile pour la société. Alors, on va aborder un dernier sujet, c'est je pense, qui vous intéresse actuellement, c'est tout ce qui concerne l'art et les sciences cognitives, en particulier autour du théâtre. Voilà, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de simulation et je me suis rendu compte en travaillant notamment dans le domaine médical il y a quelques années sur la simulation en médecine que lorsque des apprenants sont en situation de simulation, ils croient vraiment qu'ils y sont dans la situation. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans cette situation comme, on pourrait dire, un comédien qui essaye de... on va dire, jouer authentiquement une situation qu'il a en fait apprise, qu'il a mis en scène et qu'il essaye de jouer. Donc il y avait une ressemblance telle que je me suis dit, ce serait intéressant de regarder ce qui se passe chez les comédiens sur le plan, on va dire, cognitif et sur le plan des apprentissages. Et là-dessus, je suis tombé sur une série d'études. En fait, il y a peu de monde qui s'intéressait à cet aspect-là. Et en fait, où on s'intéressait à la façon dont des comédiens... Alors, la question était la suivante, c'était relié à la mémoire, en quelque sorte, et au fonctionnement de la mémoire humaine. La question était comment des comédiens, comment font-ils pour apprendre de longs textes, parfois des dizaines de pages, en un temps très court? Est-ce qu'ils auraient, parce qu'ils sont comédiens, une sorte de mémoire différente des autres, ou est-ce que finalement ils ont le même mémoire que les autres, mais ils utilisent des stratégies différentes? Et en faisant ça, les travaux qui ont été réalisés sur cet aspect-là ont montré que quand un comédien apprend, en tout cas un comédien chevronné apprend un texte, en fait, il est extrêmement rare qu'il se mette à sa table pour essayer d'apprendre par cœur le texte. En fait, ça se passe autrement. En fait, il y a une première phase dans laquelle, alors je parle de travaux d'auteurs que je dois citer, qui s'appellent Noyce et Noyce, Helga et Tony Noyce, donc une psychologue et un professeur d'art dramatique américain, qui se sont intéressés aux phases d'apprentissage dans un premier temps. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que tout d'abord, il y a une sorte d'analyse du texte par l'ensemble des comédiens d'une pièce. Cette analyse consiste non pas seulement à essayer de comprendre ce que les personnages doivent jouer et qui sont les personnages, mais essaye de comprendre, en fait, de segmenter la pièce ou le texte, de le segmenter en ce qu'ils appellent des beats, B-E-A-T, qui sont des sortes de battements. Et ces battements, ce sont en fait des énoncés minimaux qui, sont des segments d'intention. C'est-à-dire qu'en fait, on a, par exemple, l'intention de séduire quelqu'un, l'intention de menacer quelqu'un. Et donc, ça peut être 3-4 lignes dans lesquelles on va énoncer. Donc, ils essayent de faire cette segmentation en analyse du texte. Et ensuite, ils vont essayer, en fait, maintenant, d'apprendre en jouant ces intentions. Mais dans une intention, on a, en fait, différents ingrédients sensoriels, on va dire, et à la fois cognitifs. On a, d'une part, l'intention, c'est-à-dire l'objectif qu'on vise. D'autre part, l'émotion qui va avec cette intention. Et troisièmement, le geste ou les déplacements qui vont avec cette intention, c'est-à-dire le mouvement du corps. Si on menace quelqu'un, on s'avance la poitrine en avant, c'est le geste qui va avec. Et puis le texte, évidemment, l'énoncé qui va aller avec. Et en fait, cet apprentissage en utilisant ces différentes modalités, physiques, émotionnelles, mémoire, de cognition, qui vont ensemble, en quelque sorte, favoriser la mémorisation du texte. Autrement dit, on pourrait dire, au fur et à mesure de l'apprentissage, que le déplacement, l'émotion,
vont être des indices de récupération en mémoire du texte par le sujet. Et donc, c'est ça qui va faciliter cet apprentissage et le rendre plus rapide. Alors, à partir de ça, on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que ça va favoriser en quelque sorte la mémoire, ça va booster la mémoire de celui qui apprend comme ça. Et en même temps, c'est une mémoire incarnée, c'est-à-dire qu'elle est aussi corporelle en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, ce que les Américains appellent embodied cognition, c'est-à-dire la cognition incarnée, dans laquelle on va dire que ce qu'on est en train de jouer et la signification de ce qu'on est en train de jouer, elle est dans les mots, mais elle est aussi dans les déplacements, elle est aussi dans les émotions et les intentions qu'on a. Et du coup, c'est cet ensemble qui va en quelque sorte favoriser l'apprentissage et améliorer la mémorisation du texte. Donc c'est ça un des objectifs de ces travaux, essayer de comprendre comment cette amélioration se fait. Et alors du coup, évidemment, par rapport à des apprentissages plus, je parlais de la médecine tout à l'heure, en simulation, c'est ce qui se passe aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gestes, en fait, les connaissances en même temps qui sont manipulées, les connaissances à avoir, les procédures, on est dans le même genre, en fait, Oui. de situation d'apprentissage. C'est passionnant. On passerait des heures à vous écouter. Mais alors, du coup, si on a un enfant qui a du mal à apprendre un texte ou à apprendre une leçon, on peut très bien lui dire de la chanter ou de marcher ou de. Est-ce que ça peut être Exactement. une méthode pour permettre. En fait, je pense qu'il y a. Je suis pas spécialiste de cette direction-là, mais en tout cas, enfin spécifiquement, mais je pense que ça peut effectivement, on pourrait faire l'hypothèse que ça va améliorer si on ajoute en quelque sorte. Alors après, si on ajoute en fait des informations, on va dire, ou en tout cas corporelles ou de déplacement, etc. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, ça serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que, si on a un bénéfice, pourquoi ce bénéfice se produit? Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau pendant qu'on est en train d'apprendre de cette façon multisensorielle, ou en tout cas incarnée? Qu'est-ce qui se produit? Est-ce que on va avoir différents types de mémoires qui vont fonctionner? Une mémoire, on va dire, haptique, de déplacement, sensoriel, visuel, auditif, qui vont ensemble en fait créer en quelque sorte une amélioration et booster notre mémorisation. Voilà, on pourrait se poser des questions sur comment on pourrait en fait étudier ces mécanismes-là du point de vue, on va dire, à la fois cognitif et cérébral, si on voulait aller plus loin en quelque sorte. On a encore passé un très beau moment où on apprend plein de choses avec vous, Jean-Michel. Et donc, moi, je suis curieuse de savoir quel a été votre parcours pour arriver au sujet de psychologie appliquée à l'apprentissage. En fait, mon parcours, il a été d'abord d'être très intéressé à la fois par, on va dire, les sciences et les sciences humaines. Et donc, j'ai choisi la psychologie, j'ai fait un parcours de doctorat en psychologie à l'université de Poitiers. Dans un laboratoire, c'est très, on va dire, je ne sais pas si c'est un signe ou j'en sais rien, mais en tout cas, proche de celui dans lequel je suis maintenant, qui était un laboratoire qui s'intéressait également aux problématiques d'apprentissage, et donc j'ai fait un doctorat dans ce laboratoire. Et puis ensuite, j'ai travaillé quelques années comme psychologue dans un environnement extrêmement différent de la recherche, qui était celui de la police nationale, et j'ai été psychologue pendant quelques années dans la police nationale. Ça m'a appris beaucoup de choses sur des thématiques qui concernent l'apprentissage, et j'étais psychologue dans un centre de recrutement et de formation des personnels de police. Et ensuite, j'étais recruté à l'université de Bourgogne, ou LEAD, où j'ai fait l'ensemble de ma carrière sur les apprentissages. Et j'ai été particulièrement intéressé aux alentours des années 2000 par les apprentissages et les technologies. C'était Lumière sur les technologies numériques pour l'apprentissage avec Jean-Michel Bouchex, professeur émérite de l'Université de Bourgogne, rattaché au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon.